Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cet épisode de mon podcast sur la recherche agile, je reçois Jessie Bustos. Ensemble, nous allons revenir sur la transition agile puis les améliorations qui en ont découlé au sein de son équipe du CEA de Grenoble. Cet épisode est découpé en 3 volets qui permettent chacun de comprendre un aspect particulier. Dans le volet que vous écoutez, Jessie va nous parler de son parcours et de son travail, nous permettant ainsi de poser le contexte dans lequel l'agilité a été mise en place. Bonne écoute. Jessie, bonjour et merci d'avoir accepté que je t'interviewe. Tu es technicien designer de recherche au CEA de Grenoble. Est-ce que déjà tu pourrais nous dire ce qu'est le CEA, s'il te plaît? Bonjour Justine et bonjour à tous. Le CEA est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Voilà en quoi le sigle correspond. Dans cette thématique de CEA, il y a divers laboratoires, et divers départements, on va dire, sur lesquels il y a diverses entités qui travaillent, que ce soit sur la cryogénie, sur l'hydrogène ou sur la microélectronique comme moi. Oui, et puis on va beaucoup en parler dans cet épisode. Quel a été ton parcours avant d'arriver à ton poste actuel, qui est, je le rappelle, technicien designer de recherche? Bah, j'ai commencé au sein d'une autre entreprise, hein, qui est aussi dans la microélectronique. Sans citer de nom, je dirais STM. Pendant un certain temps, on va dire, j'ai été opérateur au préalable. Après, j'ai repris mes études. J'ai passé un BTS en conception de systèmes électroniques embarqués, par le biais de l'AFPA, et ce qui m'a permis d'incorporer, les unités de recherche et développement au sein d'ST Microélectronique. Et vu qu'ils sont en partenariat avec le CEA, j'ai été, détaché à partir de 2008 au CEA à 100. C'est comme ça que je me suis retrouvé au CEA, et puis par la suite, je me suis fait embaucher au CEA depuis 2020, donc c'est pas si loin que ça. Nous sommes dans un laboratoire de lithographie, hein, proprement parlé, donc je suis designer moi-même. Je travaille, beaucoup sur ordinateur, je fais beaucoup de layouting, comme on appelle ça, du dessin, propre à la microélectronique, donc de circuiterie, de transistors et cetera. Oui, donc toi, concrètement, ton travail, il se trouve, en fait, entre, un ordinateur, donc plutôt un travail de bureau et puis la salle blanche. Tout à fait. J'ai une partie qui est de la conception, de systèmes, microélectroniques. Et derrière, nous avons toute une salle blanche à notre disposition, donc pour l'insoler, et cetera. Et après, derrière, j'ai aussi le rôle de la vérification, donc sur des MEB, donc des microscopes à balayage électronique, qui sont des grosses machines sur lesquelles on peut regarder des choses nanométriques, puisqu'on travaille sur, entre autres, du nanométrique. On va du micron, voire du millimètre au nanomètre. Alors, on a parlé de la salle blanche, mais tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Alors, une salle blanche, qu'est-ce que c'est? C'est une grande salle, avec, une atmosphère contrôlée et une hygrométrie contrôlée. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas, 21-22 degrés à peu près dans la salle, pour une hygrométrie assez faible, hein, qui est aux alentours de, si je ne m'abuse, 30 à peu près d'hygrométrie. C'est-à-dire qu'on est sous une atmosphère très contrôlée avec peu d'humidité dans l'air, puisqu'on travaille quand même pour de la microélectronique. Donc, on essaie de protéger au maximum les circuits intégrés que nous fabriquons. Et donc c'est une grande salle avec, un flux laminaire qui plaque un petit peu toutes les poussières vers le bas. Donc il y a toujours un flux laminaire qui part du haut vers le bas avec, un système de plafond à passoire avec des petits trous, donc pour, justement pour éviter que les poussières se baladent dans cet espace, avec donc un contrôle très strict de la température et de l'hygrométrie. Tu nous as également parlé des microscopes à balayage électronique.
Alors qu'est-ce que c'est et quelle est la différence par rapport à un microscope optique classique auquel on a été habitué, sur les paillasses, des cours de bio ou peut-être de chimie au collège, au lycée? Le microscope, tout le monde le connaît. Bah, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de se mettre au-dessus pour observer ça, bah, c'est une espèce de caméra qui vient prendre l'imagerie et au préalable, on a, des espèces de grosses loupes énormes, hein, qui vont aller, jusqu'à l'observation quasiment d'une maille, d'une maille cristalline. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment très, très, très petit. On va dans le nanomètre, voire plus. À savoir qu'un cheveu, ça fait à peu près, si je ne m'abuse, c'est une cinquantaine de microns de diamètre. On vérifie des choses nanométriques, donc on imagine bien que c'est pas avec le petit microscope de paillasse qu'on a en biolo qu'on pourra observer ça. Donc on a des machines qui sont, assez conséquentes, hein. C'est des machines à gros volume, sur lesquelles donc on va mettre nos plaques, pour venir les observer. Et pourquoi balayage électronique? Parce que c'est un faisceau qui va finalement envoyer des électrons comme ça sur la partie à observer et c'est la réflexion de ces électrons qui va être récupérée, qui va nous créer l'imagerie derrière. Oui, donc comme tu l'expliques, le microscope, à balayage électronique est une technologie, différente de celle du microscope, classique, mais qui permet d'avoir des grossissements particulièrement gros puisque on peut accéder à des tailles jusqu'à 10 000 fois plus faibles que l'épaisseur d'un cheveu. Totalement. Pour préparer cet épisode, tu m'as expliqué que la préparation de plaques était en fait un processus particulièrement itératif. Voilà, on part de plaques de silicium et puis à la fin, on a le motif qu'on souhaitait et donc on a, un circuit microélectronique. Est-ce que tu peux, nous détailler un petit peu chaque étape? Donc à la base, on part sur une plaque de silicium. En général, on vient faire le dessin de la circuiterie qu'on veut. Donc là, c'est mon boulot, hein. J'interviens sur ce registre-là, c'est-à-dire que je dessine les fonctionnalités que nous avons besoin qui vont être transplantées après sur cette plaque de silicium. Donc, je crée le layout. Je l'envoie donc au laboratoire qui lui va commander les masques, donc à une mask shop, hein, qui va créer le masque lithographique que l'on va appliquer après sur l'appareil lithographique, hein, sur un scanner, ça s'appelle un scanner. De ce fait, donc nous avons des plaques, nous avons un masque. Sur la plaque, nous venons mettre une couche de résine en adéquation avec ce que l'on veut faire. Derrière, donc, on a cette lithographie qui est faite sur cette plaque et nous, on la récupère et derrière, notre rôle aussi, c'est l'observation de cette plaque pour vérifier, quelque part si le dimensionnel que nous avons créé et que nous avons envoyé à la Match Shop correspond effectivement à ce que nous voulons sur la plaque. Ah ouais, d'accord, donc en fait, un masque, ça ressemble quand même un peu à un pochoir. Comme quand on était petit et qu'on dessinait par les trous du pochoir pour, avoir des jolis dessins, sur une feuille. Là, c'est le même principe, on a un masque sur lequel on vient projeter de la lumière et cette lumière va creuser des trous dans la plaque à travers le pochoir, donc à travers le masque et ces trous, eh bien, ça donne un circuit microélectronique, des puces, voilà. Quelque part, oui, un masque, c'est un pochoir. Une plaque de chrome, hein, en règle générale, dans lequel, donc la Mask Shop, l'entreprise qui fabrique ces masques-là, va venir graver en fonction de notre schéma électrique qu'on lui aura envoyé, qui va graver ça sur le chrome et que l'on mettra sur un scanner qui viendra après faire un flash de lumière qui passera par le biais de ce chrome et donc qui passera à travers cette imagerie et qui viendra insoler les parties de la résine qui seront sur la plaque et qui viendra donc faire le circuit. Toi, ton but, ton travail, c'est de vérifier que le circuit électronique qui est ainsi, dessiné ait le moins de défauts possible, qu'il n'en ait pas, puisque lorsque l'on utilise un masque et qu'on vient, lui projeter de la lumière dessus, il peut y avoir quelques, effets de bord qui se retranscrivent au niveau de la plaque de silicium. Donc ça, ce sont des effets, physiques. Si on reprend l'analogie, du pochoir, bien parfois, lorsqu'on utilise un pochoir et puis des feutres, on s'aperçoit sur les bords des pochoirs, au niveau des trous, que c'est pas particulièrement joli, que c'est pas très net. Là, l'idée,
C'est d'adapter le pochoir, donc adapter le masque, de façon à ce que, à la fin, le dessin que l'on obtient, sur la plaque de silicium soit le plus proche possible de ce que l'on attendait. Totalement. Alors, quand je vous dis qu'on fait de la charcuterie, qu'on fait du design pour faire du layout et cetera, il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en jeu. Il y a ce qu'on appelle les effets de proximité, les OPC, les Optical Process Correction. Donc en gros, on a des petites routines qui font que quand on dessine une ligne droite, heu et qu'on veut l'insoler après, sur une plaque, on va pas faire une ligne droite. On va faire une ligne droite qui va être légèrement corrigée, légèrement déformée sur ses bords et cetera, pour que, par la suite, quand le masque arrivera, avec justement ces effets d'ombrage qu'on aura sur le masque, puisque c'est un masque sur lequel on vient graver du chrome, donc qui a même une petite épaisseur, mais qui aura une épaisseur, donc qui créera des parois et donc qui va créer des effets d'ombrage. Donc au préalable, on a toute une correction du layout, hein, du design, qui nous permettra d'avoir ce que l'on veut sur la plaque et donc post lithographie, donc après avoir reçu le masque et après avoir insolé la première plaque, notre rôle aussi, c'est de vérifier que la circuiterie qu'on a envoyée corresponde bien à la circuiterie qui est insolée sur la plaque. Et donc pour t'assurer que le dessin que tu obtiens sur ta plaque de silicium corresponde bien à ce que tu avais, voulu, qu'il ressemble, tu viens faire des mesures avec le microscope à balayage électronique. C'est là que j'interviens avec les microscopes, et les mesures, oui. Je fais beaucoup d'observations microscopiques. Et donc une fois que tu as fait ta mesure, ces mesures sont envoyées à d'autres collègues, des ingénieurs, des docteurs, des doctorants. Ils regardent, si le résultat correspond à ce qu'ils souhaitaient en amont. Puis, bah, si c'est pas le cas, on tombe dans un processus itératif de façon à améliorer, au maximum, bah, le masque pour que le dessin en sortie soit le plus proche de la réalité. Donc il y a des nouveaux calculs qui se mettent en place pour calculer, entre guillemets, «un nouveau masque». Et puis, bah, une fois que le nouveau masque est créé, il faut refaire une insolation, donc recréer avec ce masque un dessin sur une plaque de silicium. Et puis puis toi, tu refais des mesures grâce au microscope à balayage électronique et puis tu vérifies grâce à ces mesures si, le résultat correspond bien à ce qui était attendu, et si ça n'est pas le cas, alors c'est reparti pour un tour. On évite de faire trop d'itérations parce que les masques coûtent très cher. Donc c'est pour ça qu'au préalable, quand on design, on a beaucoup d'outils de vérification, de simulation qui nous permettent de voir ce qu'on va avoir, de projeter un petit peu, déjà, grosso modo un peu ce qu'on va déjà avoir sur une plaque, avant de l'envoyer à la Mach Shop et qui nous fabrique le masque. Il y a énormément de vérifications, il y a 2 laboratoires qui le vérifient. Nous, on le vérifie de notre côté, on l'envoie au laboratoire qui va commander le masque, qui elle aussi a une boucle itérative de vérification du design proprement parlé. Nous, au préalable, on fait, vraiment des comment ça s'appelle? Des essais en comment ça s'appelle? En lithographie, hein, on fait des simulations pour voir un peu ce que ça peut donner sur la plaque. On fait des corrections géométriques, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que le dessin sorte vraiment bien et après derrière, on a un masque. Donc effectivement, on a beaucoup d'itérations avant la commande de masque parce que les masques coûtent cher. Alors tu fais partie d'une équipe, qui comporte plusieurs personnes. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais nous décrire le profil de l'équipe dans laquelle tu travailles? Nous avons un labo qui s'occupe un peu de cette partie-là, mais il y a différents labos. On va dire qu'il y a 4 labos, proprement parlés qui gravitent un petit peu autour de nous. Nous, on est la partie computationnelle, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de layouting, on va faire, donc du design, on va faire des vérifications en OPC, donc en contrôle géométrique sur le dessin et cetera. Mais après, il y a donc le labo litho, le labo gravure, le labo métro, donc qui fait l'observation, le labo qui s'occupe de la commande de masques et dans mon propre labo, on est, à peu près une quinzaine, à peu près un petit peu plus qu'une quinzaine, donc presque une vingtaine
avec quelques titulaires et énormément d'étudiants en thèse, ou qui préparent leur thèse ou des choses comme ça, qui nous accompagnent et que nous accompagnons aussi, hein, puisque, bah, c'est quelque part, c'est un petit peu des échanges qu'on a avec ces jeunes qui nous permettent de nous ouvrir un petit peu et de voir autre chose que ce que nous avons l'habitude de voir et c'est très sympathique, hein, on travaille avec eux. Et toi, tu es le seul technicien de ton équipe. En tant que technicien sur mon laboratoire, oui, je suis le seul. Et puis la problématique associée à ton laboratoire, c'est qu'il y a des, partenariats qui existent, soit avec, des personnes, des clients externes, pour pouvoir, monter, et puis mener à bien certains projets qui sont financés donc par des clients extérieurs, soit des partenariats également au sein même du laboratoire avec d'autres équipes, pour travailler, pour collaborer sur, d'autres projets, mais cette fois plus internes. On travaille avec différents partenaires industriels puisqu'il nous faut des partenaires industriels pour pouvoir développer ce qu'on quelque chose qui soit applicable par la suite, hein. On travaille pas pour la gloire, comme on dit. Donc on a des partenaires industriels et les différents laboratoires qui constituent le CEA aussi passent par nous aussi pour des demandes de masques, des demandes de vérification de circuiterie ou des choses comme ça, oui. Le CEA est un organisme public de recherche. Donc on a un budget loué à l'État, mais on a aussi toute une partie où il faut qu'on aille chercher aussi des entreprises, pour travailler en partenariat avec eux et nous sponsoriser dans nos travaux aussi. Jessie est technicien de laboratoire et il travaille au CEA à Grenoble dans une équipe de lithographie computationnelle. Son travail se trouve à mi-chemin entre des manipulations en salle blanche et de la programmation informatique. Il fait partie d'une équipe composée de docteurs, doctorants, ingénieurs et étudiants qui a de fortes interactions avec d'autres équipes du CEA et des partenaires industriels extérieurs au CEA. Le premier volet de cet épisode est terminé et vous êtes invité à poursuivre l'écoute du deuxième volet dans lequel Jessie va nous présenter la mise en place de l'agilité dans son contexte de travail.